Salut la famille Soul Stories. Nous sommes sur le point de commencer une toute nouvelle aventure amoureuse. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez, pour qu'on puisse voir que la famille Soul Stories est présente partout dans le monde. La pluie avait commencé avant l'aube et n'avait pas cessé de la matinée. Ce n'était pas un orage, juste cette pluie silencieuse qui mettait toute la ville en suspens. Au 37e étage de Sterling & Company, les néons diffusaient une lueur froide et pâle. Des rangées de bureaux, des écrans brillants d'un bleu faible, et dans le coin, Emily Rivers était assise, immobile, les doigts entrelacés tandis que sa manageuse lisait les mots fatidiques. « Nous devons vous laisser partir, Emily. » Avec effet immédiat. Ces mots tombèrent comme quelque chose de fragile se brisant sur du marbre. Pendant un instant, elle ne put parler. Elle resta le regard fixé sur le bureau, son reflet pâle dans la vitre, luttant pour rester composée. « Je ne comprends pas, murmura-t-elle. L'échec de la campagne n'était pas de ma faute. Nous avons tout examiné, la coupa calmement la femme. Quelqu'un doit prendre ses responsabilités. Quelqu'un. Ce mot résonna dans sa tête, long, creux, implacable. Elle voulut protester, dire qu'elle était innocente, qu'elle n'avait fait que couvrir une collègue. Mais elle savait que dans des endroits comme celui-ci, la vérité ne sauvait jamais personne. Le timing, le pouvoir et le silence étaient ce qui assurait la sécurité des gens. La responsable des RH posa une enveloppe sur le bureau contenant une indemnité de départ. Une façon polie de dire « Nous en avons fini avec vous ». Elle hocha faiblement la tête et se leva avant que la boule dans sa gorge ne l'emporte. Le couloir sentait le désinfectant et la politesse forcée. Les gens passaient, feignant de ne pas la remarquer. Quelques-uns jetèrent un coup d'œil dans sa direction, puis détournèrent rapidement les yeux. Ceux qui lui souriaient autrefois à la cafétéria enfouissaient maintenant leur visage dans leurs écrans, comme si l'échec était contagieux. Emily atteignit son bureau. La petite plante penchée vers la fenêtre, la tasse blanche qui disait « Tu peux le faire ». La photo avec sa mère, le carnet rempli d'idées que personne n'avait jamais entendues. Elle rangea le tout dans un petit carton. Lorsqu'elle repoussa sa chaise, elle grinça. Un son pareil à un soupir. Personne ne dit au revoir. Personne ne leva les yeux. L'ascenseur descendit lentement, chaque numéro s'illuminant comme un compte à rebours. 31, 22, 10, hall. Les portes coulissèrent, et le monde extérieur parut étranger. Les tours de verre zébrés de pluie reflétaient la silhouette floue de San Francisco. Elle prit une profonde inspiration et sortit. Le vent lui cingla le visage, vif, humide, douloureusement réel. La pluie trempa ses cheveux, son chemisier, et le carton dans ses bras. Elle le serra plus fort, mais le fond commença à ramollir. Les papiers à l'intérieur se collèrent, détrempés et ruinés. Un stylo glissa. Puis le cadre se brisa sur le trottoir. Emily s'agenouilla pour le ramasser. Dans le verre fissuré, son visage souriait, confiant, plus lumineux que n'importe quelle lumière de bureau. En la regardant maintenant, cette femme lui semblait être une étrangère. Autour d'elle, les gens passaient en hâte, vêtus d'imperméables colorés, de la musique dans les écouteurs. Personne ne s'arrêta, personne ne demanda. Dans cette ville, l'échec était la seule chose dont les gens détournaient le regard le plus rapidement. Elle atteignit le bord du trottoir. Ses chaussures étaient trempées. Le feu de signalisation passa au rouge, sa lueur se répandant sur la rue luisante. Elle resta là, serrant le carton vide tandis que la pluie se mêlait à ses larmes. Puis vint une voix de sa mémoire, celle de sa mère, chaude et douce. Quand la vie te met à terre, Emily, n'oublie pas de respirer profondément. Contente-toi de respirer. Alors elle le fit. Une inspiration tremblante, une expiration emportant tout ce qu'elle ne pouvait plus retenir. Elle longea le trottoir, le carton penchant, des papiers s'envolant avec le vent. Chaque pas était lourd, mais au moins, elle était encore capable de bouger. Au bout de la rue, elle posa le carton. Tout ce qui s'y trouvait était flouté par la pluie, la tasse brisée, les pages ruinées, le cadre fissuré. Elle le fixa longuement. 4 ans de travail, d'innombrables nuits blanches, des idées rejetées, des éloges jamais donnés. Tout cela réduit à un tas de papier mouillé. C'est peut-être ainsi que les choses se terminent, murmura-t-elle. Silencieuse et froide. La pluie répondit en tombant plus fort. Elle renversa la tête, laissant les gouttes froides glisser sur ses joues, ses lèvres, se dissolvant en sel. La ville devint floue devant ses yeux.
Seuls les battements de son cœur et le bruit de la pluie restaient. Elle ne se battit plus, ne prétendit plus être forte. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à être triste, fragile et réelle. Un bus passa en trombe, l'éclaboussant d'eau jusqu'aux jambes. Le son s'évanouit, laissant place au silence. Émilie ferma les yeux et prit une autre profonde inspiration. Son cœur lui faisait toujours mal, mais cette respiration signifiait qu'elle était toujours en vie. Quand elle rouvrit les yeux, elle vit son reflet dans la vitre du bâtiment d'en face. Une femme aux cheveux emmêlés, aux vêtements trempés et aux mains vides. Mais dans ses yeux, une petite lumière, faible mais vraie. Je suis toujours là. Si c'était un film, la caméra ferait un lent travelling arrière. La pluie se transformerait en brume, et les lumières de la ville s'estomperaient en douces traînées dorées. Et une voix murmurerait, basse et stable, parfois, le jour où nous perdons tout est le jour où la vie commence à nous reconstruire, pièce par pièce, souffle par souffle. Des phares passèrent, projetant sa longue ombre sur la rue mouillée. Cette image d'une femme debout sous la pluie, les mains vides mais l'esprit intact, clôturait le premier chapitre. Un nouveau départ, déguisé enfin. La pluie n'avait toujours pas cessé. Le ciel de San Francisco portait un voile gris argenté, reflétant le miroitement des phares sur les rues mouillées. Émilie se tenait sur le trottoir en face de son ancien immeuble, à côté du carton détrempé contenant les fragments de son ancienne vie. Elle ne savait pas ce qu'elle attendait. Peut-être juste que ses larmes sèches, mais la pluie était implacable. Elle ne lui laisserait pas cette chance. Puis vint un son. Le doux ronronnement d'un moteur coûteux déchira le bourdonnement de la pluie. Une voiture noire et élégante s'arrêta au bord du trottoir, ses pneus tournant doucement dans l'eau. La portière s'ouvrit. Un homme en sortit. Un pardessus anthracite, des chaussures en cuir mouchetées de pluie, et à la main, un parapluie noir. Il marcha vers elle, l'ouvrant pour l'abriter, sa voix profonde et stable sous la pluie. « Vous allez attraper froid si vous restez ici. » Surprise, elle leva les yeux. La pluie coulait sur ses joues, sur ses cils, brouillant tout devant elle. « Je vais bien, murmura-t-elle. C'est juste. La pluie. Non, dit-il doucement, non pas pour la corriger, mais comme s'il énonçait une vérité. Ce n'est pas juste la pluie. C'est l'échec, déguisé en pluie. Elle laissa échapper un petit rire tremblant. Pour la première fois de la journée, quelqu'un la voyait non pas comme une employée licenciée, mais comme un être humain luttant pour ne pas s'effondrer. L'homme se pencha et ramassa son cadre photo brisé. Il essuya l'eau et le replaça dans le carton. Au moins, ne laissez pas les choses auxquelles vous tenez se mouiller davantage, dit-il calmement. Puis il tint le parapluie au-dessus d'eux deux. Il y a un café au coin de la rue, suggéra-t-il. Nous pouvons nous y abriter. Elle hésita. C'était un inconnu, bien habillé, calme, ses yeux profonds et immobiles, comme un lac en hiver. Mais dans cette pluie froide et indifférente, sa voix était la seule chaleur qu'elle pouvait sentir. Elle hocha faiblement la tête. Juste pour un instant. Le café était petit, niché entre de vieux bâtiments en briques. L'air à l'intérieur était chaud, légèrement parfumé à la cannelle et au grain torréfié. Les gouttes de pluie tapaient contre la vitre, scintillant sous la douce lumière dorée. Ils s'assirent près de la paroi vitrée. Il ne posa pas de questions. Il plaça simplement une tasse de cappuccino chaud devant elle, la vapeur s'enroulant comme la fumée d'une vie qui venait de s'effondrer. Elle resta silencieuse un moment, puis parla, la voix rauque à cause du froid. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je ne suis qu'une inconnue. » « Oui, » répondit-il avec un sourire tranquille. « Mais parfois, les inconnus sont les seuls qui s'arrêtent. » Elle baissa les yeux sur sa tasse. Sa main reposait près de la sienne, stable, calme. Il n'y avait ni curiosité ni pitié dans son regard, seulement de la présence. Comme s'il lui disait silencieusement, « C'est bon. Asseyez-vous. Reposez-vous un peu. » Lorsque le serveur apporta l'addition, Émilie se hâta d'ouvrir son portefeuille. Elle y fouilla, il ne restait que quelques billets froissés et humides. Même en sachant que ce n'était pas suffisant, elle insista pour payer sa part. « Vous avez payé le café, mais je vais couvrir le mien, dit-elle. »« Ce n'est pas nécessaire, répondit-il. »« Je le veux, dit-elle doucement avec un faible sourire, parce que je ne veux pas être redevable de la gentillesse de qui que ce soit. » Elle posa les billets mouillés sur la table, l'eau dégoulinant des bords. Le serveur hésita, prêt à les lui rendre, mais elle secoua doucement la tête.
Merci d'avoir apporté le café, dit-elle. Vous avez bien fait votre travail. L'homme la regarda tranquillement. Un faible sourire effleura ses lèvres, non pas d'amusement, mais d'admiration silencieuse. Même quand elle n'a plus rien, elle donne encore, pensa-t-il. Une gentillesse rare en ce monde. Lorsqu'ils sortirent, la pluie s'était adoucie. L'air était plus clair maintenant. Les rues mouillées reflétaient des rubans de lumière ambrée provenant des lampadaires. Merci pour le parapluie, dit-elle, sa voix faible mais sincère. Merci de m'avoir montré quelque chose, répondit-il. Quoi donc? Que la gentillesse existe toujours, même quand le monde essaie de la faire disparaître. Puis il plongea la main dans la poche de son manteau et lui tendit une carte de visite. Couleur crème, gaufrée de lettres élégantes. Ethan Cole. La Fondation Phoenix. Si un jour vous décidez de repartir à zéro, dit-il, appelez-moi. Elle la prit, incertaine de ce qu'il fallait dire. Elle ne parvint qu'à hocher la tête silencieusement. Je ne suis pas sûr d'avoir le courage de recommencer, admit-elle. Ce n'est pas grave, sourit-il. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est de se tenir debout alors que le cœur tremble encore. Il inclina la tête en guise d'adieu, puis s'éloigna avec le parapluie noir, disparaissant dans la fine brume de pluie. Sa voiture s'avança, les feux arrière rouges se dissolvant dans la distance humide. Émilie resta là, le regardant partir. La carte de visite dans sa main était humide, l'encre légèrement bavée, mais son nom restait clair. Elle ne savait pas pourquoi, mais le simple fait de le voir lui allégeait la poitrine. Elle resserra sa prise dessus, puis leva les yeux vers le ciel gris. La pluie avait enfin cessé. De minuscules gouttelettes s'accrochaient encore à ses cheveux et à ses épaules, scintillant à la lumière de la ville. Un lent souffle quitta ses lèvres, plus stable et plus chaud qu'auparavant. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis des mois, elle ne se sentait pas complètement invisible. Quelque part dans cette ville bruyante, un inconnu s'était arrêté. Et cela, même pour un instant, suffisait à raviver une petite lumière fragile, mais profondément réelle, en elle. 3 jours s'étaient écoulés depuis cet après-midi pluvieux. Le soleil était enfin revenu, mais dans l'esprit d'Ethan Cole, l'image de la femme debout sous la pluie ne s'était pas estompée. Ce n'était pas son apparence qui persistait. C'étaient ses yeux. La détermination tranquille derrière eux, alors qu'elle insistait pour payer son café avec des billets humides que personne ne s'attendait à ce qu'elle utilise. Un simple acte de dignité, et pourtant, cela lui était resté. Un homme comme lui, PDG de Cole Industries et fondateur de la Fondation Phoenix, avait rencontré d'innombrables personnes. Des gens brillants, charmants, couronnés de succès. Mais étrangement, c'était une inconnue sous la pluie qui l'avait fait s'arrêter et réfléchir. Ce matin-là, lors d'une réunion, Ethan se tut soudain au milieu d'une phrase. Son regard dériva vers la fenêtre, où les gouttes de pluie des jours précédents s'accrochaient encore faiblement à la vitre, miroitant au soleil. Miles, appela-t-il. Oui, monsieur. Il y a 3 jours, j'ai rencontré une femme nommée Emily Rivers. Elle travaillait dans le marketing. Pouvez-vous en savoir plus sur elle? L'assistant parut légèrement surpris, mais ne posa aucune question. Ethan Cole n'était pas le genre d'homme à s'intéresser à quelqu'un sans raison. Le lendemain après-midi, un dossier apparut sur son bureau. Imprimé sur la couverture, Emily Grace Rivers, 29 ans. Propre, concis. Et à l'intérieur, une proposition oubliée, enfouie dans les vieilles archives de Sterling & Company. Petite main, grand rêve. Un projet pour enseigner la créativité et les compétences de vie aux enfants sans abri de la baie. Il tourna les pages. L'écriture n'était ni polie ni sophistiquée. Pas de graphiques élaborés, juste des mots honnêtes. Si nous pouvons donner aux enfants confiance en leurs propres capacités, ils n'auront plus peur du noir. Ethan resta assis un long moment. Il y voyait quelque chose qui manquait à la plupart des gens dans le milieu de la philanthropie. Un cœur qui croyait vraiment que le monde pouvait être meilleur. La Fondation Phoenix a l'argent et la vision, murmura-t-il pour lui-même. Ce qui nous manque, c'est ça. À 15 heures, il appela Miles. Organiser une réunion. Inviter mademoiselle Rivers dans mon bureau. Non pas pour discuter de son ancien travail, mais d'un nouveau départ. Miles hésita. Monsieur, pensez-vous qu'elle acceptera? D'après le dossier, elle a été récemment licenciée.
Peut-être. Dites-lui simplement que ce n'est pas un entretien, dit calmement Ethan. C'est simplement une conversation entre deux personnes qui se sont tenues un jour sous la même pluie. 2 jours plus tard, l'air matinal de San Francisco était d'une clarté inhabituelle. Emily se tenait devant la tour de verre où était inscrit « La Fondation Phoenix ». Elle avait peine à croire qu'elle était là. Quand elle avait reçu l'appel d'un homme se présentant comme l'assistant de M. Cole, elle avait cru à une erreur. Mais son ton était calme et assuré, alors elle n'avait pas osé raccrocher. À l'intérieur, elle fut frappée non pas par le luxe, mais par la chaleur. Cela ne ressemblait pas à une entreprise. La lumière naturelle remplissait l'espace de bois clair et de tons doux, accompagné de photographies d'enfants sur les murs. Cet endroit semblait bâti sur la conviction. Une secrétaire la conduisit au dernier étage. La porte de verre coulissa, et Ethan se tenait là, face à la fenêtre où le soleil entrait à flot. « Vous êtes venu » dit-il sans se retourner. Je n'étais pas sûr si l'invitation était réelle. « Elle l'est » répondit-il, un faible sourire effleurant ses lèvres. « Sauf si vous avez toujours peur des cafés avec des inconnus. » Elle laissa échapper un petit rire tremblant, mais il était réel. « Vous vous souvenez de ça ? Difficile d'oublier. Tout le monde ne donne pas de pourboire à un barista avec des billets d'$1 mouillés. » Il lui fit signe de s'asseoir. Sur le bureau reposait le dossier qu'elle reconnut instantanément. Petite main, grand rêve. Elle le toucha doucement, ses yeux s'écarquillant. « Où avez-vous eu ça ? » Dans les vieux dossiers de Sterling & Company, dit-il. L'entreprise pour laquelle vous travaillez. Ils l'ont peut-être négligée, mais pas moi. Ce n'est qu'une vieille idée, dit-elle doucement. Elle n'a jamais été approuvée. Non, Emily, dit-il lentement, sa voix stable et chaude. C'est exactement ce dont Phoenix a besoin. Il s'assit en face d'elle, les doigts entrelacés. Je veux que vous vous joigniez à moi. Aidez-moi à relancer la fondation. Moins de graphiques et de chiffres, plus de gens et de cœurs. Emily se figea. Elle n'avait jamais imaginé qu'on lui ferait à nouveau confiance, pas après avoir perdu toute foi en elle-même. « Pourquoi moi » demanda-t-elle calmement. « Parce que vous croyez toujours que les bonnes choses méritent qu'on se batte pour elles, dit-il calmement, mais sans faillir. Elle baissa les yeux, ses mains tremblant légèrement. « Vous ne comprenez pas, murmura-t-elle. Je ne suis pas celle que vous croyez. J'ai été licenciée pour une erreur que je n'ai pas commise, et je n'ai même pas pu me défendre. Je ne suis pas forte. Je n'ai pas de talent. » Ethan marqua une pause. « C'est peut-être exactement pour cela que vous êtes la bonne personne, dit-il. Je n'ai pas besoin de quelqu'un de parfait. J'ai besoin de quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui croit encore, même après avoir perdu. » Le silence remplit la pièce. L'horloge tournait doucement en arrière-plan. Finalement, Emily parla, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » « Bien sûr, dit-il en souriant doucement. Cette porte sera toujours ouverte. Quand vous serez prête, entrez simplement. » Elle se leva. Il la raccompagna jusqu'à la porte, poli mais pas distant. Avant de partir, elle se retourna, hésitante. « Pensez-vous vraiment que je peux aider ? » « Je ne le pense pas, dit-il tranquillement. « Je le sais. » La porte se referma derrière elle. Dehors, une légère brise s'éleva. Le ciel portait encore des traces de la brume matinale. Emily descendit la rue, tenant sa carte de visite. Les mots « La Fondation Phoenix » ne ressemblaient plus seulement à un nom, mais à une promesse, faible et incertaine, que peut-être quelque chose de nouveau l'attendait. Elle leva la tête vers le ciel qui s'éclaircissait, et un sentiment inconnu monta en elle. Pas tout à fait de l'espoir, mais certainement plus du désespoir. Une semaine s'était écoulée depuis la réunion à la Fondation Phoenix, et Emily n'avait toujours pas rappelé. Elle avait lu et relu la carte de visite si souvent que ses coins commençaient à s'effilocher. Chaque fois qu'elle pensait à composer le numéro, elle s'arrêtait. Une voix familière dans sa tête murmurait « Ne rêve pas, Emily. Les belles choses ne te sont jamais destinées. » Et pourtant, ce lundi matin, le téléphone sonna. Une voix douce et professionnelle se fit entendre. « Bonjour, mademoiselle Rivers. Nous organisons une session d'entretien d'essai pour la Fondation Phoenix. Seriez-vous disponible pour vous joindre à nous ? Vous n'avez rien besoin de préparer. Soyez simplement vous-même. »
Elle se figea. Aucune mention d'Ethan. Aucune explication sur qui l'avait invité. Une partie d'elle hésitait, mais une autre partie, celle qui s'était ravivée lors de leur dernière rencontre, disait « Vas-y ». Ce jour-là, le bâtiment Phoenix brillait sous le soleil, mais le cœur d'Emily battait toujours la chamade, comme quelqu'un entrant dans un rêve dont elle avait peur de se réveiller. Un groupe de 4 personnes attendait dans la salle de conférence du 12e étage. 2 directeurs de département, un responsable de la communication, et un homme silencieux au bout de la table qui ne s'était pas présenté. Elle ne savait pas qu'Ethan Cole était assis là. Pas en tant que PDG, mais en tant qu'observateur. Devant chaque candidat se trouvait un dossier intitulé « Proposition de campagne médiatique, projet seconde chance, soutenir la jeunesse sans abri ». L'objectif est de créer une campagne qui suscite la confiance et l'espoir. Le premier candidat se leva. Il présenta un diaporama léché, rempli de graphiques et de visuels. « Nous avons besoin d'images puissantes, déclara-t-il. Des larmes, de la sympathie, une narration émotionnelle. Les gens se connectent par la tragédie. » Le panel hocha la tête, prenant des notes. Le deuxième candidat parla de plateformes numériques, de portée virale et de hashtags. Puis ce fut le tour d'Emily. Elle resta assise un instant, ses mains tremblant légèrement. Pas de diapositive, pas de graphique. Juste quelques pages manuscrites, son écriture tremblante mais honnête. Elle prit une profonde inspiration. « Je pense que nous sommes trop habitués à voir la tristesse, » commença-t-elle. Des enfants qui pleurent, des visages sales, des yeux désespérés. Elle leva les yeux. Son regard était plus clair maintenant. Mais cela ne fait que susciter la pitié des gens, pas leur confiance. Ce dont ces enfants ont besoin, ce n'est pas de pitié, c'est de foi. La salle devint silencieuse. Ethan releva légèrement la tête. Nous n'avons pas besoin de projeter leur douleur, continua-t-elle doucement mais fermement. Nous devons illuminer leur force. Pas pauvres enfants, mais regardez ce qu'ils peuvent faire. Elle leva une feuille de papier, où il était écrit à la main, ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Ils ont juste besoin d'une chance. Un des directeurs fronça les sourcils. N'est-ce pas trop doux? Les gens donnent parce qu'ils sont émus aux larmes, pas parce qu'ils admirent. Émilie sourit faiblement. Si nous les amenons à admirer, leur don ne s'arrêtera pas à l'argent. Il deviendra de la croyance. Et la croyance dure plus longtemps que n'importe quelle campagne. Le silence s'épaissit dans la pièce. Personne ne parlait. Seul le léger tapotement d'un stylo sur la table, provenant de l'homme assis au fond. Ethan Cole était assis tranquillement, observant chacun de ses gestes. Il se souvint de ce jour de pluie, de la femme tenant quelques billets mouillés, mais souriant et remerciant toujours le barista. Et maintenant, cette même lumière. Calme, stable, sans prétention, mais réelle. Un des directeurs commença à conclure la session. Ethan posa son stylo et se leva. Le léger raclement de la chaise fit se retourner tout le monde. Émilie leva les yeux et se figea. « Monsieur Cole, murmura-t-elle. Désolé pour la surprise, dit-il, sa voix profonde, chaude. Je voulais juste m'assurer que vous auriez une chance de parler. Pas pour moi, mais pour vous-même. Personne ne dit un mot. Émilie resta immobile, ses mains se crispant sur ses côtés. C'était donc votre plan depuis le début, dit-elle calmement. Il secoua la tête. Non. Ce n'était pas un plan. Il fit un pas envers elle, son ton s'adoucissant. C'était le destin qui essayait de vous donner une autre chance. Les mots restèrent en suspens dans l'air, changeant quelque chose d'invisible. Cela ne ressemblait plus à un entretien, mais à un moment où 2 personnes réalisaient qu'elles se trouvaient à l'intersection de quelque chose de plus grand. Quand les évaluations prirent fin, les autres candidats partirent un par un. Émilie resta près de la fenêtre. Dehors, la lumière du soleil filtrait à travers les nuages, éparpillant de l'or sur le parquet. Ethan s'approcha. « Comment vous sentez-vous » Honnêtement, dit-elle, je ne pensais pas être choisie. Je voulais juste dire ce que je ressentais vraiment. C'est exactement pourquoi vous avez été choisi. Elle se tourna, les yeux écarquillés. Vous voulez dire? J'ai besoin de gens qui croient en ce qu'ils disent, répondit-il. Vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit. Continuez simplement à voir le monde comme vous le faites. Puis, avec un faible sourire, pour le reste, laissez-moi faire.
Quand Émilie quitta le bâtiment cet après-midi-là, son cœur était à la fois léger et effrayé. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois, elle ne se sentait pas invisible. Elle avait été entendue. Non pas parce qu'elle avait besoin de pitié, mais parce qu'elle avait parlé avec son cœur. En bas, la lumière du soleil se reflétait sur le verre gravé des mots « Fondation Phoenix ». La renaissance de l'espoir. Elle sourit doucement, murmurant « Peut-être que j'apprends à renaître ». Tout en haut, Ethan la regardait depuis la fenêtre, la suivant du regard alors qu'elle disparaissait dans la foule. Il ne savait pas où l'avenir les mènerait. Il savait seulement que cet entretien l'avait aidé à trouver plus qu'une simple employée. Il l'avait aidé à retrouver la foi. Dès son premier jour à la Fondation Phoenix, Émilie sut qu'elle était entrée dans un monde différent. Non pas à cause du bâtiment étincelant ou des bureaux modernes, mais à cause de la chaleur qui remplissait l'air. Personne ne la regardait comme la nouvelle recrue. Personne ne mentionnait son passé. Il n'y avait que des sourires sincères, des rires discrets pendant les pauses, et des photos d'enfants le long des couloirs, chacune légendée de lettres manuscrites « Nous rêvons, nous bâtissons, nous nous élevons ». Émilie fut affectée à l'équipe de sensibilisation communautaire. Un poste modeste, un salaire modeste, mais pour elle, cela ressemblait à un miracle. Chaque matin, elle arrivait plus tôt que tout le monde, préparait le café, arrangeait les documents et regardait la lumière du soleil se déverser à travers la vitre, projetant des traînées dorées sur les bureaux. Elle ne s'était jamais vraiment sentie à sa place nulle part, jusqu'à présent. Ethan Cole n'interférait pas beaucoup dans son travail. Il était calme, posé, le regard sérieux, mais jamais froid. Parfois, en passant, il se contentait de hocher la tête et de dire « c'est bien ». Continuez. Pour la plupart des gens, c'étaient des mots ordinaires. Mais pour Émilie, ils signifiaient la confiance. Quelque chose qu'elle avait perdu depuis des années lui revenait, doucement. Au début, elle gardait ses distances. Elle avait peur de répéter les anciennes erreurs, d'être à nouveau blâmée, de voir tout s'effondrer comme avant. Ethan le remarqua, mais ne dit rien. Il lui créa simplement l'espace nécessaire pour respirer. Lorsque la mère d'Émilie fut hospitalisée, elle demanda quelques jours de congé. Le lendemain de son retour, elle découvrit que son emploi du temps des réunions avait été discrètement déplacé à l'après-midi, lui permettant de passer les matinées à l'hôpital. Elle regarda son calendrier, perplexe. « Qui a changé ça ?» demanda-t-elle doucement. Une collègue sourit. « Mon avis ? Monsieur Cole. » Ethan ne le mentionna jamais. Pas une seule fois. Il passa simplement devant son bureau plus tard dans la journée et demanda tranquillement « Comment va votre mère ?»« Mieux maintenant, merci. »« Bien. » C'est tout ce qui compte. Quelques jours plus tard, elle remarqua que son bureau avait été déplacé plus près de la fenêtre. La lumière du matin y tombait directement, chaude et douce. Elle ne demanda pas, mais tout le monde savait qui avait ordonné le changement. Il a dit que l'éclairage là-bas était mauvais, chuchota une collègue. Mais je pense que... Peut-être qu'il avait remarqué que vous regardiez toujours dehors ? Émilie sourit faiblement, sans rien dire. Elle n'avait pas l'habitude qu'on la remarque, surtout quelqu'un comme lui. Un homme que le monde semblait s'arrêter pour écouter. Lors de son 2e mois chez Phoenix, la charge de travail s'était accrue. Émilie et un groupe d'enfants d'un refuge temporaire préparaient une exposition de photos intitulée « Rêve en mouvement ». Les enfants photographiaient leur propre vie, des chaussures déchirées, des mains tachées de peinture, le sourire édenté d'un enfant qui venait de vendre son premier dessin. Émilie les guida pour écrire les légendes. Ce n'est pas de la tristesse. C'est le commencement. Ethan assista à la répétition finale, se tenant silencieusement dans l'embrasure de la porte. Il n'interrompit pas. Il se contenta de regarder. Et dans ses yeux, il n'y avait pas seulement de l'approbation. Il y avait de la conviction. Tard ce soir-là, le bureau était vide. Seule Émilie restait. La lampe de bureau jetait une lueur chaude sur son visage fatigué mais paisible. Elle réorganisait des affiches. Des lettres de couleur craie et plan, l'espoir est un lieu. L'horloge sonna 23 heures. Sa tête s'affaissa sur ses bras. Ses yeux étaient brouillés par l'épuisement. Quelques instants plus tard, elle s'endormit, entourée de l'odeur du papier neuf et du café froid. La porte s'ouvrit doucement. Les pas d'Ethan étaient presque silencieux. Il portait un dossier, avec l'intention de le laisser sur son bureau. Mais quand il la vit endormie, il s'arrêta.
Elle semblait si paisible qu'il ne put se résoudre à la réveiller. La lumière de la lampe dessinait les mèches de ses cheveux défaits, les notes éparpillées autour d'elle. Idée. Espoir. Les enfants méritent plus. Il posa doucement le dossier, puis retira sa veste. Délicatement, il la posa sur ses épaules, prudent, comme si même l'air pouvait déranger ce moment. Il resta là quelques secondes, la regardant. Puis il murmura, à peine assez fort pour que le silence l'entende, « Vous n'avez rien à prouver, Émilie. Soyez juste vous-même. » Elle remua légèrement, sa respiration régulière, ses épaules frémissant légèrement sous le tissu chaud. Pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer, son sommeil cette nuit-là fut profond et paisible. Pour la première fois depuis des mois, elle fit un rêve. Non pas des cauchemars, mais la lumière du soleil, des enfants qui rient, et quelqu'un qui l'appelle par son nom d'une voix basse et douce. Le lendemain matin, elle se réveilla dans un bureau vide, la lumière du soleil filtrant à travers les stores. La veste était soigneusement pliée sur la chaise à côté d'elle, avec une petite note manuscrite. Ne travaillez pas jusqu'à vous oublier. Phoenix a besoin de vous en bonne santé. E.C. Elle sourit. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit prise en charge. Non par pitié, mais par une véritable considération. Elle se sentit vraiment vue. Elle glissa la veste sur ses épaules et prit une profonde inspiration. L'odeur faible, masculine, propre et familière flottait dans l'air, portant quelque chose de non dit, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Les rumeurs commencent comme elles le font toujours. Petites, incertaines, mais rapides. Un regard. Un message à moitié caché. Un rire qui résonne dans le couloir. C'est tout ce qu'il faut pour mettre le feu à tout un bureau. J'ai entendu dire qu'elle avait été embauchée parce qu'elle est proche du PDG. Tout le monde voit comment M. Cole la traite différemment. Ne sois pas naïve. Personne n'obtient de traitement de faveur sans raison. Au début, ces chuchotements n'étaient que du vent passager. Puis, lentement, ils devinrent une tempête silencieuse. Émilie l'entendit pour la première fois dans la salle de pause. Deux collègues parlaient, ignorant qu'elle se tenait derrière la porte. Peut-être qu'elle sait juste comment faire une impression durable, dit l'une avec un sourire en coin. Tant mieux pour elle, répondit l'autre, mi-plaisantant, mi-sérieuse. Jolie et polie. C'est tout ce qu'il faut. Elle resta immobile. Pas en colère. Juste. Fatiguée. Comme une vieille blessure qui se rouvrait. Non pas parce que ça faisait mal à nouveau, mais parce que la douleur était si familière. Ce soir-là, elle resta tard au bureau. Une lettre de démission reposait, soigneusement pliée, sur son bureau. La lueur bleue de l'écran baignait son visage pâle. Elle s'était promis de ne jamais laisser le passé se répéter. Mais peut-être n'était-elle pas assez forte pour lutter à nouveau contre des regards suspicieux. Quand Ethan frappa et entra, elle sursauta. Il vit la lettre immédiatement, son front se plissant. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Ma démission. »« Pourquoi ? » ?»« Vous savez pourquoi, dit-elle d'une voix rauque. Je ne veux pas nuire à votre réputation ou à celle de la fondation. Les gens pensent que je suis favorisé. Ethan resta silencieux, son regard profond, lourd. Vous partez à cause de quelques mensonges. Pas seulement des mensonges. J'ai déjà vécu ça chez Sterling & Company. Je ne peux pas le refaire. Il s'approcha, sa voix s'abaissant. Vous pensez que je me soucie de ce qu'ils disent? Non, mais eux, si. Et vous allez les laisser vous définir à nouveau? Ses yeux brillèrent, mais sa voix resta stable. Je ne veux plus me battre, Ethan. Je suis fatigué. Il ne dit rien pendant un moment. Puis il la regarda longuement, reposa doucement la lettre sur le bureau et la plia une fois de plus. Si vous voulez partir, je ne vous arrêterai pas, dit-il tranquillement. Mais au moins, ne laissez pas cette pluie se terminer en silence. Dehors, la pluie commença à tomber. Épaisse, lourde. Exactement comme le jour où ils s'étaient rencontrés. Émilie sortit du bâtiment, serrant un petit sac, la tête baissée. Des pas la suivaient. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir que c'était lui. Ethan, non. Non, Émilie. Écoutez-moi. Il la rattrapa et ouvrit son parapluie au-dessus d'elle. Laissez-les dire ce qu'ils veulent, dit-il doucement.
Ils ne parlent que de ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Elle secoua la tête, sa voix se brisant. Il ne s'agit pas d'eux, Ethan. Il s'agit de moi. Je ne peux pas supporter un autre malentendu. Je ne suis pas assez forte. Il la regarda, non pas comme le PDG posé, mais comme un homme essayant de retenir quelque chose de fragile. Alors arrêtez d'être forte toute seule, murmura-t-il. Ne vous battez pas seule, Émilie. Personne ne le peut. Elle resta immobile, la pluie glissant sur ses épaules, se mêlant à son souffle. Il inclina le parapluie vers elle, laissant sa propre épaule se tremper à la place. Elle le regarda, cet homme qui était autrefois entré dans la pluie pour l'abriter, et réalisa que l'histoire se répétait peut-être, mais le sentiment n'était plus le même. Un long silence. Seulement le bruit de la pluie frappant le trottoir et le vent dans les arbres. « Vous ne comprenez pas, dit-elle doucement. Tout s'est effondré à cause d'un mensonge. J'ai tout perdu. Mon travail, ma dignité, ma confiance. Même moi-même. » La réponse d'Ethan vint, lente, stable et chaude. « Je comprends plus que vous ne le pensez. Mais vous oubliez quelque chose. Ils ne vous ont pas tout pris. C'est vous qui leur avez donné ce pouvoir. » Elle leva les yeux vers lui, stupéfaite. « Vous voulez que vous repreniez le droit de croire en vous-même. » La pluie tombait toujours, mais elle était maintenant plus douce. Il se tenait sous le parapluie, sans rien dire de plus. Pas de promesses, pas d'explications. Juste deux personnes, et entre elles, une confiance fragile, reprenant vie comme une petite flamme protégée du vent. Une voiture passa, éclaboussant leurs chaussures. Ethan laissa échapper un rire tranquille. « Je vous ai dit la dernière fois que vous attraperiez froid à rester sous la pluie. » Ses lèvres esquissèrent un faible sourire. « Vous l'aviez dit. Mais cette fois, je ne pleure pas. » Il hocha la tête, inclinant davantage le parapluie sur elle. « Bien. J'en ai assez des orages tristes. » Ils marchèrent côte à côte sur le trottoir, lentement, à travers la bruine qui s'estompait. Pas de tension, pas de larmes. Seulement la chaleur sous un petit parapluie partagé, et un silence qui comprenait plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Les lampadaires miroitaient sur le trottoir mouillé. Deux silhouettes, un parapluie, une confiance reconstruite. Aucun ne parla à nouveau. Mais à chaque pas, quelque chose entre eux s'était doucement réparé. Non par les mots, mais par la présence. La nuit de San Francisco était calme, rompue seulement par le doux cliquetis de la pluie contre la vitre. À l'intérieur de la fondation Phoenix, la lumière du bureau d'Ethan brillait encore. Il était assis seul, les manches de sa chemise retroussées, les yeux fixés sur l'écran, bien qu'il ne lise rien vraiment. Dans sa main, il faisait tourner une petite bague en argent, vieille, rayée, polie par des années d'habitude. Il travaillait tard depuis aussi longtemps qu'il s'en souvenait. Non par passion, mais parce que le silence était la seule chose qui arrêtait les souvenirs. Émilie retourna au bureau cette nuit-là. Elle avait oublié un dossier. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait encore quelqu'un. Mais alors qu'elle marchait dans le couloir, la lumière filtrait sous sa porte. Elle était sur le point de frapper, puis se figea en entendant sa voix. Elle était plus basse que d'habitude. Fatiguée, différente. « Je ne peux plus m'approcher de personne, maman, dit-il tranquillement. Chaque fois que j'essaie, je finis par leur faire du mal. » Une pause. La femme à l'autre bout du fil parla doucement, inquiète. « Ethan, c'était il y a des années. Ce n'était pas de ta faute. Mais c'est moi qui conduisais ce soir-là, l'interrompit-il. Si je ne lui avais pas demandé de venir au bureau pour réviser ce contrat, elle n'aurait pas été là. Elle ne serait pas morte. » Émilie se figea. À cet instant, elle comprit que l'homme calme et inébranlable que tout le monde voyait portait une blessure qui n'avait jamais guéri. Quand l'appel se termina, elle frappa doucement à la porte. Ethan leva les yeux, surpris. L'épuisement dans ses yeux, impossible à cacher. « Vous êtes encore là. J'ai oublié un dossier. Je ne voulais pas écouter. J'ai juste. » « Ce n'est pas grave, dit-il doucement, lui coupant la parole. Peut-être que j'aurais dû le dire à quelqu'un plus tôt. Il se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la pluie scintillait sous les lumières de la ville. C'était ma fiancée, dit-il lentement. Nous avons bâti ma première entreprise ensemble, avant Phoenix. Une nuit,
Une fuite électrique s'est produite sur le site d'essai. Je lui ai demandé de venir signer la révision de l'assurance. Elle y est allée et n'est jamais revenue. Il marqua une pause, prenant une profonde inspiration, la bague tournant toujours entre ses doigts. Depuis, j'ai juré de ne plus jamais laisser personne s'approcher. Je pensais que si je gardais mes distances, personne ne serait blessé. Émilie ne dit rien. Elle le regarda simplement avec cette sorte de compréhension silencieuse qu'on ne lui avait jamais offerte auparavant. Vous avez construit ces murs, Ethan, dit-elle doucement, non pas pour protéger les autres, mais pour vous empêcher de ressentir. De vous souvenir de ce que c'est que de perdre. Il se tourna vers elle, surpris, comme si elle venait de nommer quelque chose qu'il avait passé des années à cacher. Pendant un long moment, le masque qu'il portait de cette façade composée et incassable commença à se fissurer. Vous parlez comme si vous compreniez, dit-il avec un demi-sourire las. C'est le cas, répondit-elle tranquillement. Parce que j'avais peur, moi aussi. Les yeux d'Ethan sondèrent les siens. Peur de quoi? De faire confiance, dit-elle. De laisser quelqu'un s'approcher suffisamment pour me briser à nouveau. Mais si je continue à vivre comme ça, je ne vivrai jamais vraiment. Elle s'approcha de la fenêtre, se tenant à côté de lui. Ensemble, ils regardèrent les fins traits de pluie glisser sur la vitre. Je pense, murmura-t-elle, que parfois, nous n'avons pas besoin de tourner la page sur le passé. Nous avons juste besoin d'apprendre à vivre avec, sans le laisser nous définir. Ethan resta silencieux. Puis, d'une voix basse et honnête, il dit, peut-être que je ne suis pas le seul ici à réapprendre à croire. Pendant un moment, il n'y eut que le bruit de la pluie tapotant contre la vitre. Émilie se tourna légèrement vers lui. La lumière tamisée adoucissait son visage, non plus celui du PDG intouchable, mais d'un homme essayant tranquillement de se libérer de sa propre armure. Elle sourit doucement. Vous savez, je pensais que vous étiez le genre d'homme trop parfait pour jamais être blessé. Et maintenant, demanda-t-il. Maintenant, je vois. Vous êtes juste quelqu'un qui essaie de guérir. Comme moi. Il la regarda, de la gratitude brillant dans ses yeux. Quelque chose de rare pour lui. Il ne parla pas, mais le faible hochement de tête qu'il fit suffit à dire « merci » de m'avoir vu. Ils restèrent dans le bureau un moment de plus, sans rien dire d'autre. Émilie l'aida à rassembler les papiers volants, à empiler les documents épars. Le silence entre eux semblait différent maintenant. Non plus la distance entre un patron et une employée, mais la compréhension silencieuse de deux âmes autrefois brisées. Apprenant maintenant à se rencontrer à mi-chemin. À la porte, elle s'arrêta et se retourna. Ethan, dit-elle doucement. Vous n'avez détruit personne. Vous avez juste oublié que même la gentillesse mérite d'être partagée. Il laissa échapper un petit rire mélancolique. Vous êtes peut-être la première personne à me dire ça. Alors gardez-le, sourit-elle. Considérez-le comme un souvenir. Elle partit, refermant doucement la porte derrière elle. Ethan resta immobile, regardant sa silhouette s'estomper dans la lumière du couloir, petite mais stable. Il leva la main, toucha la bague une dernière fois, puis la retira et la posa sur le bureau. La pluie dehors continuait de tomber. Mais pour la première fois depuis des années, elle ne semblait pas froide. L'hiver avait rendu New York plus éblouissante que jamais. La circulation miroitait sous les lampadaires, et les gratte-ciel brillaient comme s'ils étaient éclairés de l'intérieur. Ce soir-là, la Fondation Phoenix organisait son gala de charité annuel. Une grande soirée où entrepreneurs, artistes et philanthropes se réunissaient pour partager un même rêve, donner des opportunités à ceux qui n'en avaient jamais eu. Dans les coulisses du Sterling Grand Hotel, les mains d'Émilie tremblaient légèrement. La robe bleu pâle que ses collègues avaient choisie pour elle trouvait un équilibre parfait entre élégance et simplicité. Discrète, mais rayonnante. La lumière se reflétait sur le bracelet d'argent autour de son poignet. Un petit cadeau de Phoenix à son personnel, mais pour elle, c'était comme un symbole de renaissance. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle appartiendrait un jour à un endroit comme celui-ci. Entourée de mélodies de violon et de rires polis de gens d'influence, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu déplacée. Jusqu'à ce qu'elle entende sa voix. « Vous êtes là » dit Ethan en s'approchant par derrière, sa voix basse, chaude. Elle se retourna. Le smoking noir lui allait parfaitement, le transformant non pas de l'homme silencieux du bureau, mais en celui qui commandait une salle entière avec une présence sans effort. La lumière se reflétait dans ses cheveux, et pendant un instant fugace, elle réalisa.
La façon dont il la regardait était différente de la façon dont il regardait n'importe qui d'autre. « Vous avez l'air différent, dit-elle doucement. Et vous, sourit-il, vous ressemblez exactement à la personne que je voulais remercier ce soir. Le gala commença. La musique jazz flottait dans la lueur dorée, les vers s'entrechoquaient, et les rires se mêlaient au bourdonnement des conversations. Ethan monta sur scène, un micro à la main. Sa voix remplit la salle. Stable, profonde, mais riche de sincérité. Nous croyons souvent que des organisations comme Phoenix sont bâties sur la finance, la stratégie ou la vision. Mais la vérité, c'est qu'elles sont bâties sur des gens. Des gens qui choisissent de croire au bien, même quand le monde leur donne toutes les raisons de ne pas le faire. Il marqua une pause, son regard balayant la foule jusqu'à ce qu'il trouve celui d'Emily. Quelqu'un me l'a rappelé, continua-t-il. Elle m'a fait réaliser que nous ne sauvons pas les gens. Nous leur donnons simplement la chance de se sauver eux-mêmes. La salle se tut un instant, puis des applaudissements doux et sincères remplirent l'air. Emily baissa la tête, cachant son sourire, mais son cœur battait la chamade. Non seulement à cause de ces mots, mais à cause de la façon dont il l'avait regardé en les prononçant. Après le discours, la salle de bal se transforma en piste de danse. La musique ralentit, douce comme un battement de cœur. Ethan se dirigea vers elle, tendant la main, un ton joueur dans la voix. « Si je vous disais que je suis un très mauvais danseur, me croiriez-vous ? » « Non, » taquina-t-elle. « Vous avez l'air du genre d'homme qui planifie tout. »« Faux, » dit-il, ses doigts effleurant les siens. « Ce soir, je veux juste laisser mon cœur me guider. » Elle hésita le temps d'un souffle, puis plaça sa main dans la sienne. La musique les enveloppa. Le bourdonnement profond de la contrebasse, le doux murmure de la trompette. La main d'Ethan se posa légèrement dans son dos, comme s'il avait peur de troubler son calme. Ils se déplacèrent lentement sur le sol de marbre, baigné d'or, oubliant entièrement la foule. « Vous savez, » murmura-t-il, les yeux toujours dans les siens. « Cela fait longtemps que cet endroit n'avait pas eu de sens. » « Pourquoi ? » ?»« Parce que vous m'avez rappelé pourquoi j'avais commencé tout ça. Pas pour impressionner. Pour guérir. » Elle leva les yeux vers lui, ses yeux reflétant la lumière dorée comme une eau calme. « Je pensais que je n'avais pas ma place dans un monde comme celui-ci, » murmura-t-elle. « Mais vous m'avez fait croire. Que peut-être je méritais d'être ici aussi. »« Vous ne le méritez pas seulement, » dit-il doucement. « Vous rendez cet endroit meilleur. » La musique monta. Elle se pencha, sa joue effleurant son épaule, juste un souffle. Pourtant, l'instant s'étira comme l'éternité. Aucun ne parla. Ils écoutaient simplement la musique, le son de leur cœur trouvant un rythme sous la lueur. Ethan ne l'embrassa pas. Il se pencha seulement légèrement, sa voix si basse qu'elle faisait presque partie de la mélodie. Ne laisse jamais le monde te rendre plus petite que ton cœur, Emily. Les mots, doux comme l'air, mais profonds comme un vœu, restèrent entre eux. Elle ferma les yeux, laissant sa voix l'imprégner, comme la lumière touchant l'eau. Quand la chanson se termina, ils ne se lâchèrent pas tout de suite. Quelques invités sourirent avec complicité, mais aucun d'eux ne le remarqua. À cet instant, au milieu du pouvoir et du prestige, ils n'étaient que deux âmes qui s'étaient trouvées dans un monde bondé. Les lumières baissèrent. Ethan la guida vers le balcon. L'air vif de New York entra, emportant l'odeur du vin et de la lavande de la salle de bal en contrebas. « Merci, » dit-elle doucement. « Pas pour ce soir. Mais pour avoir cru en moi, même quand je ne le pouvais pas. » Il la regarda, son sourire lent, sincère, sans défense. « Je n'ai pas cru en vous, Emily, » dit-il gentiment. « J'ai juste vu ce que le monde avait oublié de voir. » Ils restèrent là, sous un ciel de lumière de la ville. Pas de contact, pas de mots. Juste un regard qui disait tout. Ce n'était pas de la gratitude. C'était quelque chose de plus profond, de plus léger, de plus vrai. Et dans le reflet doré des lustres au-dessus, Emily Rivers réalisa point ce n'était plus la femme qui, un jour, s'était tenue sous la pluie, renvoyée et oubliée. Elle était quelqu'un que l'on voyait, que l'on écoutait et, silencieusement, indéniablement, que l'on aimait. Le lundi matin débuta par une lumière grise et sourde, ce genre de clarté qui prévient à mots couverts qu'une catastrophe est imminente, bien que les gens ne le réalisent que rarement avant qu'il ne soit trop tard. Quand Emily entra dans les bureaux de la Fondation Phoenix, elle sut instantanément que quelque chose n'allait pas. L'atmosphère,
autrefois chaleureuse et vivante, semblait lourde. Les conversations s'arrêtèrent au moment où elle passait. Quelques regards se détournèrent, quelques têtes se baissèrent, et la courte distance entre elle et les autres s'étira soudainement en un vide infini. Sur l'écran massif suspendu dans le hall, le titre éclatait comme un coup de poignard, une employée d'EE. La Fondation Phoenix fait l'objet d'une enquête pour détournement des fonds ou des sources confirme un précédent scandale chez Sterling et compagnie. Sa photo, prise lors de l'exposition pour les enfants sans abri, avait été grossièrement éditée à côté d'un graphique financier chaotique. En bas, le bandeau d'informations défilait en boucle, enquête policière. Compte de Phoenix temporairement gelé. Émilie se figea. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait entendre chaque pulsation résonner dans sa poitrine. Elle relut chaque mot, espérant que ce fût un cauchemar, une blague cruelle, ou une erreur d'un monde qui se nourrissait plus de scandales que de vérité. Mais ce n'était pas le cas. C'était bien réel. Et ce qui faisait le plus mal, c'était le regard d'Ethan à l'autre bout de la pièce. Pas de colère. Pas de déception. Juste le regard tendu d'un homme essayant de rester calme alors que tout ce en quoi il croyait s'effondrait. Quand la porte de son bureau se referma, le son fut celui d'un verdict. Émilie se tenait devant lui, serrant toujours le journal. Dehors, la pluie commença doucement, frappant contre la vitre comme le son d'un cœur qui se brise. « Ethan » commença-t-elle, la voix tremblante. « Tu dois me croire. Je n'ai pas fait ça. Quelqu'un me piège. » Il la coupa, le ton rauque, comme s'il avait dû ravaler sans décision avant de parler. « Réalises-tu que cela a failli détruire la fondation ? Les donateurs se retirent. La presse encercle le bâtiment. Tout ce que nous avons construit s'effondre. Je sais, murmura-t-elle, les larmes coulant avant même qu'elle ne s'en aperçoive. Mais je te jure, Ethan, je ne l'ai pas fait. Je n'aurais pas pu. Il se détourna, faisant face au rideau de pluie dehors. Ses larges épaules frémissaient. Elle ne pouvait dire si c'était de colère, de douleur ou de peur. Tu as toujours dit que la confiance était le fondement de Phoenix, dit-elle, la voix brisée. Et je pensais que tu le pensais. La confiance n'est pas de l'aveuglement, répliqua-t-il en se retournant vers elle, ses yeux soudainement vifs et froids. J'ai cru en des gens avant et j'ai été trahi à chaque fois. Peut-être que cette fois. J'ai cru trop tôt. Les mots se brisèrent entre eux comme du verre. Elle le dévisagea, silencieuse. Toutes les défenses qu'elle avait préparées se dissolvaient dans le néant. Donc tu penses que je l'ai fait, dit-elle doucement. Ethan ne répondit pas. Son silence, lent et impitoyable, était la réponse. Elle hocha faiblement la tête, les lèvres tremblantes. Tu as dit que tu avais construit Phoenix pour guérir, Ethan. Mais peut-être n'as-tu toujours pas appris que les autres aussi peuvent être blessés. Elle posa son badge d'employé sur son bureau, à côté de la montre-bracelet qu'il portait au gala. Sa voix était faible mais stable. Tu peux perdre foi en moi si tu le dois. Mais je ne me perdrai pas moi-même juste pour prouver qui je suis. Elle sortit alors que la pluie redoublait d'intensité. Les gouttes frappaient son visage, froide, cinglante, implacable. Le même gilet bleu marine qu'il avait autrefois drapé sur ses épaules, un petit gage de confiance, était maintenant trempé, lourd d'eau. Autour d'elle, les gens se hâtaient de trouver un abri. Pas Émilie. Elle continua de marcher, lentement, à travers les flaques qui se formaient. Elle n'avait pas peur de se mouiller. Elle avait peur de retourner au même point de départ, debout sous la pluie, les mains vides, le cœur en ruine. Elle se souvint de ce matin où il s'était avancé, avait ouvert un parapluie et avait dit « Vous allez attraper froid si vous restez comme ça ». À l'époque, il avait foi. Il était le miracle qui l'avait fait recommencer. Maintenant, il était la pluie, froide, involontaire, mais coupant profondément. Du dernier étage, Ethan se tenait à la fenêtre, regardant à travers la brume d'eau et de brouillard. La ville s'étendait devant lui, enveloppée dans une averse qui semblait sans fin. Il vit sa petite silhouette disparaître dans le flou de l'intersection, sa veste sombre devenant plus foncée à chaque pas. La colère en lui fondit lentement, ne laissant derrière elle qu'un vide immense et douloureux. Il ne savait plus ce qui était vrai ni qui croire. Il savait seulement qu'une partie de lui, la partie la plus vitale, s'éloignait de ce bâtiment et ne reviendrait peut-être jamais. Miles frappa doucement à la porte. « Tu sais qu'elle ne l'a pas fait, n'est-ce pas » dit-il calmement. Ethan ferma les yeux. Aucune réponse. Seulement le bruit de la pluie, régulier, implacable.
comme une réponse qu'il ne pouvait se résoudre à formuler. Cette nuit-là, Emily était assise dans un petit café près du port. La faible lumière se reflétait sur la table mouillée. Son téléphone vibrait sans cesse d'appels manqués et de messages de collègues, ainsi que de mots à moitié sincères de gens qui ne savaient plus comment lui parler. Elle l'éteignit. Puis elle sortit de la poche de son manteau une vieille carte de visite usée. La Fondation Phoenix. Le papier était froissé. L'encre effacée. Mais Ethan Cole était encore parfaitement lisible. Elle passa son pouce sur les lettres, plus par habitude qu'autre chose, puis la posa sur la table. Dehors, la pluie continuait de tomber. Du vieux haut-parleur du café émanait le lent murmure d'un air de jazz. Une voix féminine et enfumée chantait, certains cœurs se brisent doucement sous le bruit de la pluie. Emily regarda à travers la vitre. Les gouttes de pluie s'accrochaient à la fenêtre, puis glissaient lentement, comme si elle pleurait les dernières larmes qui lui restaient. Et cette fois, personne ne vint avec un parapluie. Dans le bureau vide de Phoenix, Ethan était assis seul, pinçant l'arête de son nez. Sur le bureau devant lui se trouvait une tasse froide de camomille, sa préférée. Le faible parfum persistait. Il n'était plus en colère, ni méfiant. Seulement vidé. Une sorte de douleur qui ne brûlait pas, mais qui vous creusait de l'intérieur. Et dans ce silence, il comprit enfin. Il n'avait pas perdu une employée. Il avait perdu la seule personne qui lui avait jamais appris que la confiance n'était pas un risque, mais le chemin du retour vers soi-même. 3 semaines avaient passé depuis le départ d'Emily. San Francisco avait sombré dans une pluie interminable, des rubans argentés tombant sur la ligne d'horizon, adoucissant même les tours les plus fières. La Fondation Phoenix fonctionnait toujours. Les lumières brillaient toujours. Les projets avançaient toujours. Mais quelque chose d'essentiel manquait. Le rire de la femme qui gardait toujours une tasse de camomille près de la fenêtre. Ethan travaillait tard tous les soirs, non par devoir, mais parce que le silence était devenu sa punition. Chaque fois que ses yeux déviaient vers le bureau vide d'Emily, il entendait ces derniers mots résonner dans sa poitrine, « Tu n'as toujours pas appris que les autres aussi peuvent être blessés. » Ce matin-là, Miles apporta une petite enveloppe brune. « Livret du refuge pour enfants de South Bay », dit-il. Quelqu'un voulait remercier la Fondation Phoenix. Ethan hocha la tête distraitement, levant à peine les yeux. Mais quand il l'ouvrit, l'écriture l'arrêta. Des lettres rondes, inégales. Celles d'un enfant. « Merci, mademoiselle Emily. Grâce à vous, j'ai des livres et un lit pour dormir. Je garde toujours le dessin que vous m'avez aidé à finir. J'espère qu'un jour vous reviendrez. » En dessous, un dessin au crayon de couleur, une femme tenant un parapluie au-dessus d'un petit garçon sous la pluie. Tout en bas, écrit faiblement au crayon, elle a dit que le monde est toujours bon si nous continuons à y croire. Ethan fixa le dessin pendant un long moment. Sa vision se brouilla. Était-ce la lumière ou autre chose? Il ne pouvait le dire. Pendant tout ce temps, il pensait protéger la Fondation, protéger ses idéaux. Mais au moment où cela comptait le plus, il avait trahi ses idéaux même. Et il l'avait trahi, elle. Cet après-midi-là, il quitta le bureau tôt pour la première fois depuis des semaines. La ville était détrempée et une faible odeur de café et de fumée persistait. Il conduisit vers la périphérie, là où Emily avait dit un jour faire du bénévolat. Une petite maison jaune se tenait entre 2 rangées d'érables. Une jeune enseignante le reconnut instantanément. « Vous êtes Monsieur Cole, n'est-ce pas? Mademoiselle Emily parlait de vous. » Son nom, Mademoiselle Emily, atterrit dans son cœur comme une note unique et douce qui brisait le silence. « Elle venait ici ?» demanda-t-il calmement. « Oui », la femme hocha la tête. « Elle a aidé à reconstruire notre salle de lecture, à acheter des livres avec la prime qu'elle a reçue de Phoenix. Elle a dit, s'ils ne croient pas en moi, au moins ses enfants auront encore quelque chose en quoi croire. » Ethan ne bougea pas. Chaque mot était comme une aiguille perçant l'armure de son sang-froid. Elle ne s'était jamais souciée de l'image ou de la réputation. Elle ne se souciait que de ses enfants. De rendre quelque chose à un monde qui lui avait tant pris. Cette nuit-là, Ethan retourna au bureau. Il rouvrit les dossiers financiers archivés et commença à les examiner, ligne par ligne. La pluie dehors brouillait les lumières de la ville entraînées d'or. Des heures passèrent avant qu'il ne le trouve. Un unique transfert, modifié. Le nom de Fiona L., une ancienne comptable de Sterling et compagnie, intégré dans un dossier falsifié. Son poing se serra.
Le bureau trembla. Il appela Miles, sa voix stable, décisive. Nous rouvrons l'enquête. Elle a été piégée. Vous êtes sûr? Plus sûr que je ne l'ai jamais été de quoi que ce soit dans ma vie. Pour la première fois depuis des mois, Ethan sentit quelque chose s'enflammer à nouveau. Pas la colère. La foi. Brute, fragile, mais réelle. 3 jours plus tard, la Fondation Phoenix publia une déclaration officielle. Toutes les accusations contre Emily Rivers s'étaient retirées. Les preuves avaient été falsifiées. Fiona, la source de la fuite, faisait l'objet d'une enquête pour fraude et diffamation. Les donateurs revinrent. La presse publia ses excuses. Lors de la conférence, Ethan se tenait sous les flashs des caméras, calme, mais ses yeux portaient le poids d'un homme qui s'était vu clairement pour la première fois. Il ne lut pas le discours préparé. À la place, il brandit la lettre de l'enfant. Il y a des moments, dit-il, la voix rauque, où nous oublions ce qui construit vraiment une organisation. Pas la stratégie, pas l'argent, pas le pouvoir. Mais la confiance. Et j'ai fait la pire chose qu'un leader puisse faire. J'ai douté de la seule personne qui croyait vraiment en moi. Il leva légèrement la lettre. Ceci m'a rappelé pourquoi nous existons. Non pas pour prouver qui a raison, mais pour garder le monde bienveillant, même lorsqu'il oublie comment l'être. Le silence remplit la salle, lourd et lumineux à la fois. Quand la conférence de presse se termina, il resta seul près de la fenêtre. La ville scintillait sous une douce bruine. Le panneau néon de la Fondation Phoenix luisait à travers la brume, vacillant comme la lueur d'une bougie refusant de mourir. Il serra fermement la lettre, les yeux cherchant l'horizon. Pendant une seconde, il crut la voir une femme avec un parapluie blanc, souriant faiblement avant de s'évanouir dans la foule. Et quelque chose en lui s'adoucit. La partie de lui qui avait longtemps cru qu'il était au-delà de la rédemption. Il pouvait enfin le sentir à nouveau, la foi dans les autres et en lui-même. Cette nuit-là, Ethan rentra à son appartement. Il ouvrit la fenêtre, laissant l'air froid entrer. Sur la table se trouvait une tasse froide depuis longtemps. Il versa de l'eau chaude fraîche et regarda la vapeur monter. Une douce musique de piano jouait à la radio. Yiruma, River Flow in You. Les lumières dehors se brouillaient en or à travers la vitre. Il murmura doucement, pour personne et pour elle, Emily, si tu peux encore m'entendre, sache que je te crois maintenant. Et cette fois, je ne laisserai aucune tempête se mettre à nouveau entre nous. Il pleuvait de nouveau sur San Francisco. Pas l'averse dure et lourde qui déchirait autrefois le ciel, mais une douce bruine, du genre qui ressemble plus à un souvenir qu'à de la météo. La ville était voilée d'une brume argentée. Les rues en pente luisaient sous les lumières ambrées et les gouttes de pluie glissaient paresseusement sur le pare-brise. Comme si même le temps lui-même avait décidé de ralentir pour respirer. Ethan se gara devant le Green Willow Café, le même endroit où il l'avait rencontrée pour la première fois. À l'époque, elle se tenait près de la fenêtre. Les bras enroulés autour d'une petite boîte en carton, les yeux rouges d'avoir été renvoyés. Et lui, un simple étranger, lui avait offert un parapluie et avait dit doucement « Vous allez attraper froid si vous restez là ». Maintenant, la scène bouclait la boucle. Seulement, cette fois, c'était lui qui tremblait sous la pluie. Il poussa la porte. La petite cloche tinta, dispersant l'odeur du café torréfié et d'un jazz lent dans l'air. Elle était là. Assise dans le même coin, une tasse de café à côté d'un vieux rapport de Phoenix, ouvert à une page qu'elle avait écrite elle-même, « La confiance n'est pas un risque, c'est une forme d'espoir ». Quand elle leva les yeux, leurs regards se croisèrent. Ni comme des étrangers, ni tout à fait comme des amants non plus, mais comme deux âmes qui avaient traversé la douleur pour revenir là où tout avait commencé. Il resta immobile un instant, puis marcha vers elle. Elle ne parla pas. Entre eux, la pluie murmurait doucement sur le toit, régulière et chaude, comme le son de deux cœurs apprenant à ne plus avoir peur. « J'ai lu la lettre du garçon du refuge », commença Ethan doucement. « Et après ça, j'ai trouvé la vérité. » Elle resta silencieuse, ses doigts se resserrant autour de la tasse de café. « Tu as été piégé », continua-t-il. « Je le sais maintenant. Fiona a falsifié les dossiers, et moi. » Il s'arrêta, expira lentement. « Je ne t'ai pas cru. Et c'est la pire chose que j'ai jamais faite. » Elle le regarda. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement une tristesse lissée par le temps. « Tu ne me dois pas d'excuses, dit-elle doucement. Le monde n'est pas toujours juste. J'ai l'habitude.
Non, dit-il fermement. Tu ne devrais pas. Il posa une petite enveloppe sur la table, la lettre de remerciement de l'enfant. Tu as appris à ces enfants à croire en la bienveillance, dit-il. Maintenant, c'est à mon tour d'apprendre cela de toi. Elle déplia le papier, traça les lignes inégales de l'écriture, et sourit faiblement. Ces lettres sont un gâchis. Peut-être, répondit Ethan, mais chaque mot est écrit avec le cœur. Tout comme les tiens. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Le café refroidit. Dehors, la pluie scintillait sous les phares qui passaient, peignant des traînées d'or sur le trottoir mouillé. Le café était chaud, parfumé de cannelle et d'amande. Puis Ethan parla, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. La première fois que je t'ai rencontré, je t'ai offert un emploi. Elle hocha doucement la tête. Je m'en souviens. Il leva son regard. La lumière dorée vacilla dans ses yeux. Cette fois, je veux t'offrir quelque chose de plus difficile. Qu'est-ce que c'est? Une raison de rester. Rester à Phoenix. Et avec moi. Elle rit doucement, de ce genre de rire qui tremble, moitié douleur, moitié incrédulité. Vous devriez vraiment arrêter d'apparaître sous la pluie, monsieur Cole. Alors vous, dit-il en souriant, devriez arrêter de m'y laisser seul. Les mots restèrent suspendus entre eux, délicats, impossibles à ignorer. Une seule larme glissa sur sa joue et tomba sur la table. Pas de chagrin, mais de la reconnaissance silencieuse que ce qu'ils avaient perdu retrouvait son chemin, lentement, honnêtement. Il tendit la main et toucha la sienne. Pour la première fois, elle ne se retira pas. Sa paume était chaude, stable. Une promesse silencieuse que peut-être, cette fois, elle n'avait pas à être forte toute seule. Ils restèrent ainsi, sans rien dire. Dehors, la bruine se transforma en un rideau de lumière argentée. Chaque goutte scintillait contre la vitre comme un battement de cœur. Émilie regarda par la même fenêtre où elle s'était tenue seule sous la pluie. Même vue, même son. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Ethan se pencha légèrement plus près, sa voix basse, sincère. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux être là pour le présent. Et pour tout ce qui viendra après. Tu n'as pas à me pardonner maintenant. Juste, ne pars plus. Elle se retourna vers lui. Ses yeux brillaient. Mais ses lèvres se courbèrent en ce doux sourire. Il ne l'avait jamais oublié. Vous savez, dit-elle doucement, chaque fois qu'il pleut, je pense à votre parapluie blanc. Cependant, je ne pense plus en avoir besoin. J'ai appris à me tenir sous la pluie sans avoir peur. Ethan lui sourit. C'est une bonne chose. Mais si vous me le permettez, j'aimerais quand même me tenir avec vous. Même si cela signifie ne partager que la moitié du ciel. Ils restèrent là longtemps, près de la fenêtre embuée. Pas de vœux, pas de déclaration. Seulement le doux murmure de clair de lune s'échappant d'un vieux haut-parleur. Dehors, la pluie continuait de tomber. Mais à l'intérieur de ce petit café, où tout avait commencé, deux personnes qui avaient perdu la foi étaient assises côte à côte, regardant la pluie tracer de nouveaux commencements sur la vitre. Un an avait passé depuis cette dernière nuit pluvieuse. Le printemps était revenu à San Francisco, clair, radieux, vivant. La lumière du soleil du matin dévalait les tours de verre et se déversait sur les rues en pente. Comme si la ville elle-même s'était réveillée d'un long sommeil après la tempête. La fondation Phoenix, elle aussi, avait subi une transformation. De petite organisation autrefois secouée par le scandale, elle était devenue un symbole de confiance et de compassion. Les murs blancs de ses bureaux étaient maintenant tapissés de photographies d'enfants souriants. De familles autrefois perdues dans le désespoir. Des visages qui racontaient des histoires bien plus grandes que les graphiques ou les chiffres ne le pourraient jamais. Ce soir-là, dans une salle de verre surplombant la baie, Phoenix recevait le prix de l'innovation avec humanité. La lumière scintillait sur l'eau et dansait le long du plafond comme un millier de douces étoiles renaissantes. Ethan Cole, autrefois connu comme le PDG de Glace, monta sur scène avec un sourire sincère cette fois. Ce n'était plus l'homme gardé et solennel qu'il était, mais quelqu'un qui avait enfin appris à se pardonner. Sa voix résonna dans la salle, profonde, calme, sincère. Il y a un an, je pensais que la force d'une organisation venait de la vision, de sa capacité à survivre. Mais j'avais tort. Phoenix n'a jamais été bâtie sur le pouvoir ou le prestige. Elle a été bâtie sur la compassion. Et elle m'a rappelé que la compassion ne commence que là où commence le courage. Les applaudissements remplirent la salle.
Mais les yeux d'Ethan ne se tournèrent pas vers la foule. Ils la trouvèrent. Émilie était assise au premier rang, vêtue d'une simple robe couleur perle, ses cheveux attachés lâchement, la douce lumière la baignant d'une grâce tranquille et douce. Quand il baissa les yeux vers elle, elle sourit à un petit sourire entendu qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas. Ils avaient tous deux traversé la tempête et en étaient sortis indemnes. Plus tard cette nuit-là, ils quittèrent la réception ensemble. La ville était incandescente. L'air était chaud, parfumé du printemps, de café au caramel et du bois lavé par la pluie des cafés voisins. Sous les lampadaires le long de la baie, ils marchaient côte à côte, sans hâte. L'eau ondulante reflétait les lumières de la ville comme une courte pointe d'or. Aucun ne parla au début. Ils n'en avaient pas besoin. Le silence était devenu le langage le plus doux entre eux. Émilie fut la première à le rompre. « Regrettes-tu parfois de m'avoir engagé » demanda-t-elle, sa voix douce, portant un sourire sous-jacent. Ethan s'arrêta, levant les yeux vers les lumières du pont qui s'étendaient à travers le ciel comme des fils de mémoire. « Non, dit-il lentement. Chaque jour où je ne le regrette pas est un autre jour où je sais que j'ai pris la meilleure décision de ma vie. » Elle rit doucement. « C'est une réponse très diplomate, Monsieur Cole. »« Pas diplomate, dit-il en souriant. Juste honnête. » La brise de la baie les effleura. Quelques mèches de ses cheveux se soulevèrent, et il leva doucement la main pour les replacer derrière son oreille. « Je me souviens de la première fois que je t'ai vu, dit-il doucement. Tu te tenais sous la pluie, tenant cette petite boîte. Tu te souviens de ce que j'ai dit? Tu as dit que j'attraperais froid si je restais là, répondit-elle en souriant. C'est vrai, murmura-t-il, les yeux lointains, perdus dans le souvenir. Mais ce que je pensais vraiment, c'est que si tu partais, je ne reverrais peut-être plus jamais cette lumière. Elle le regarda, surprise par la tendresse de son ton. Il y a un an, cet homme s'était caché derrière des murs de logique et de contrôle. Maintenant, il pouvait parler de peur avec paix dans la voix. La lumière ne disparaît jamais, Ethan, dit-elle doucement. Elle attend juste que tu sois assez courageux pour la chercher à nouveau. Il sourit à un sourire doux et sans garde qui fit fondre la nuit autour d'eux. Tu donnes toujours l'impression d'être faite à la fois de logique et de lumière. Peut-être, dit-elle, parce que j'ai vécu trop longtemps dans le noir. Ils s'arrêtèrent au bord de l'eau, la ville s'étendant devant eux, brillant comme une galaxie artificielle, son reflet tremblant sur la surface calme. Ethan posa ses mains sur la balustrade. Je pensais que la force signifiait ne jamais se briser, dit-il calmement. Mais maintenant je sais que la force, c'est de se permettre de s'ouvrir à nouveau. Émilie hocha la tête. Elle comprenait, car elle avait appris la même leçon à travers ses propres cicatrices. Après un moment, elle murmura, et parfois, pour reconstruire quelque chose, il faut d'abord le laisser s'effondrer. Il se tourna vers elle, un faible sourire dans les yeux. Entre eux, le non-dit devint clair. Pas de confession, pas de promesse. Seulement la compréhension. L'amour était déjà là, reposant tranquillement dans leur regard. Il prit sa main. Elle ne se retira pas. Sa paume était chaude, stable et rassurante. Au milieu de la ville scintillante, ce moment était la seule vérité qui comptait. Le vent nocturne dériva doucement sur l'eau, faisant onduler les lumières en vagues dorées. Émilie posa sa tête sur son épaule. La voix d'Ethan, basse et douce, effleura l'air. Je pensais que la lumière venait du succès. Maintenant je sais qu'elle vient des personnes avec qui nous choisissons de marcher. Elle sourit, ses doigts se resserrant légèrement autour des siens. Et parfois, murmura-t-elle, cette lumière vient de ceux qui croient en nous, même lorsque nous n'arrivons plus à y croire nous-mêmes. Ils restèrent là en silence, sans pluie, sans tonnerre, juste le tendre reflet de la ville au-dessus et son miroir en dessous. Toutes les blessures s'étaient adoucies en un souvenir tranquille. Une brise ondula sur l'eau, dispersant la lumière en un millier de fragments scintillants. Chaque étincelle brillait comme la preuve que la lumière pouvait être reconstruite, lentement, patiemment, à partir de cœurs qui avaient appris à pardonner. Ethan serra sa main, murmurant « Nous avons construit cela. Pas seulement Phénix, mais une vie qui vaut à nouveau la peine d'être vécue. » Émilie hocha la tête, ses yeux suivant la lueur sur l'eau. « Oui, dit-elle doucement. La lumière que nous avons bâtie. » Cette nuit-là, le ciel était sans nuages. Et à cet instant, ils comprirent tous deux que certaines pertes ne sont pas du tout des fins. Ce sont des commencements déguisés. Parfois, tout perdre n'est pas la fin. C'est le commencement de qui vous étiez destiné à être.